Grosse modification en perspective aujourd'hui, on débute la bascule du booster en Minarelli horizontal. En Spitro quoi. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on commence par une petite séquence en voiture parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va passer notre booster en Minarelli horizontal. Pour ça, il faut acheter un moteur Minarelli horizontal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté un sur le bon coin, un moteur de nitro, et on s'en va le chercher à mon relais colique préféré. Allez, ça y est, enfin, on va débuter la transformation du booster en Minarelli horizontal. Et ça va prendre du temps, on va pas le faire en une seule vidéo, vu l'état du moteur que j'ai acheté. Je ne l'ai pas encore déballé, mais je l'ai vu en photo, je vous garantis, il y a du boulot. Donc dans cette première vidéo qui traitera de la transformation de mon booster en Spitro, je vais faire comme tout le monde, je vais appeler ça comme ça, même si j'aime pas trop, on va aborder les choses suivantes. Tout d'abord, dans une première partie, on va voir la différence entre un Minarelli vertical et un Minarelli horizontal. Quelle est la conséquence de passer de l'un à l'autre? On va décrire les avantages, les inconvénients et ce que ça peut apporter. Puis, dans une deuxième partie, je vais vous expliquer ce que je prévois moi de faire pour passer mon booster en Spitro, quelle est la démarche, qu'est-ce que je vais acheter, où je vais me fournir des différentes pièces et on va voir ensemble la stratégie qu'on va mener ensemble pour mener à bien ce projet. Puis dans une troisième partie, on va faire un unboxing du moteur de nitro que je suis allé chercher au relais colis à l'instant. Je l'ai acheté sur le bon coin pour une centaine d'euros et sincèrement l'état, je l'ai vu en photo, est désastreux. Donc il y a du boulot de préparation, il y a du boulot de nettoyage. Donc on va le démonter en entier, on va regarder ce qu'il faudra commander en complément en pièces et on va faire notre petite commande chez Scootfast. Et en fin de vidéo, une petite surprise d'ailleurs en parlant de Scootfast, je vais vous offrir des petits cadeaux par tirage au sort. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir les petites modalités du concours. Donc vous l'avez compris, cette vidéo ce sera du démontage, du dégraissage, du nettoyage. On va dévisser du boulon, dégraisser du carter, enfin tout ce que j'aime quoi. Dans cette première partie, on va regarder quelle est la différence entre un moteur Minarelli vertical et horizontal et pourquoi on passe de l'un à l'autre. C'est vrai qu'on veut se poser la question pourquoi changer complètement de moteur, de passer de vertical à horizontal, quelle en est la raison? Eh bien la principale raison, c'est qu'on aime la mécanique, on aime bien dévisser des boulons. Non, la vraie raison, c'est parce qu'il est pertinent de changer de moteur et de passer en horizontal pour monter un moteur plus performant. Et ce, pour plusieurs raisons, on va les développer tout de suite. Passer d'une course de piston de vertical à horizontal, la première chose qu'on se dit, c'est simplement pour lutter contre la gravité. Un piston qui oscille de haut en bas subit la gravité et le mettre à l'horizontale permet de supprimer cette force complémentaire que doit appliquer le piston pour monter. Bon, en règle générale, c'est quasiment négligeable. Donc on passe rapidement sur le sujet et on en vient vraiment au fait, au truc important. D'une part, la principale optimisation du Minarelli horizontal est l'optimisation du parcours des fluides. Il y a une logique dans leur déplacement et il y a une possibilité accrue d'amélioration de performance. Je m'explique. Tout réside dans la position de l'admission par rapport au bas moteur. Le fait d'avoir incliné le haut moteur qui se retrouve à l'horizontale, pourquoi l'appeler le haut moteur du coup, petite parenthèse, ça permet de créer un espace pour permettre une admission directement dans le bas moteur. Un petit rappel dans le Minarelli vertical, si vous vous souvenez bien, l'admission se fait via le haut moteur, via la boîte à clapet qui est connectée au cylindre, puis virage à 90 degrés vers le bas moteur pour être précomprimé lors de la descente du piston, puis virage à 180 degrés pour remonter via les lumières de transfert jusque dans le haut moteur pour être comprimé par le piston jusqu'à la phase de combustion. Donc vous l'avez compris, c'est pas optimisé. Le Minarelli horizontal change complètement la donne. Le mélange parcourt un chemin plus logique, donc arrive à l'horizontale dans le bas moteur, là où il doit subir une précompression lors de la descente du piston pour être injecté par les lumières de transfert dans le haut moteur, et le parcours des flux est plutôt linéaire. Plus logique quoi.
Et si c'est plus logique, il y a moins de perte de charge, le mélange a moins tendance à perdre de l'énergie en passant de l'un à l'autre, 90 degrés, 180 degrés pour remonter dans le haut moteur. Bref, il y a moins de perte de charge avec le Minarelli horizontal. Ça, c'était la mécanique des fluides, ok? La deuxième raison de la performance du Minarelli horizontal, c'est que le refroidissement peut être liquide. Pourquoi peut-être? Parce que le Minarelli horizontal n'est pas forcément à refroidissement liquide. On peut le mettre à refroidissement à air ou on peut le mettre à refroidissement liquide. C'est ça la flexibilité aussi du Minarelli horizontal, plutôt flexible. On peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Mais bon, si on passe en Minarelli horizontal pour rester en refroidissement à air, c'est pas très intéressant. Donc ce dont je vais vous parler par la suite, c'est plutôt du refroidissement liquide, le réel intérêt. Et pour comprendre l'intérêt du refroidissement liquide, on va traiter des différents types de refroidissement qu'on peut connaître sur le marché des motos, des scooters, etc. Dans un premier temps, il y a le refroidissement à air, tout simple. C'est-à-dire que le cylindre, il possède des ailettes. Ces ailettes sont directement en contact avec l'air, c'est ce qu'on voit généralement sur les motos anciennes ou même récentes, et on compte simplement sur le contact des ailettes avec l'air pour refroidir le cylindre. Ça, c'est un principal défaut, c'est que ça dépend de la vitesse de l'engin. Lorsqu'on roule pas, il y a moins de convection de l'air par rapport à la paroi du cylindre, donc moins d'échange thermique, donc ça se refroidit moins, et c'est lié aussi à la température extérieure. Lorsqu'il fait très froid à l'extérieur en hiver, eh bien on a tendance à trop refroidir le moteur, et pareil, l'inverse en été, lorsqu'il fait trop chaud à l'extérieur, on a tendance à moins refroidir le moteur. Donc le moteur, il aime bien une seule chose, c'est être à la température de son fonctionnement optimal. Lorsque sa température permet d'avoir des jeux internes parfaits pour bien fonctionner. Et là, avec les fluctuations de température, ça marche pas. Donc le refroidissement à air, c'est pas top. Le deuxième type de refroidissement, c'est le refroidissement à air forcé. C'est ce qu'on a notamment dans le booster, dans l'Oveto, etc. C'est une coque qui est montée autour du cylindre et de l'air qui est injecté en nombre autour du cylindre pour le refroidir de manière forcée. Généralement, cet air est produit par une turbine qui est reliée à l'arbre moteur, et l'injection de l'air, la quantité d'air qu'on injecte autour du cylindre dépend de la vitesse de rotation du moteur. Donc c'est un peu pareil, lorsqu'il fait froid à l'extérieur, eh bien on refroidit trop vite, lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, on refroidit pas assez vite. Voilà. Il a pour principal inconvénient, en plus, de bouffer des chevaux au passage, parce que faire tourner une turbine pour injecter de l'air, ça consomme de l'énergie, et cette énergie, elle provient du moteur, donc c'est toujours de l'énergie puisée pour autre chose que de faire avancer le scooter, donc des chevaux en moins, et en plus, du coup, ça consomme de l'énergie, donc de la consommation de carburant en plus. Donc encore une fois, air, c'est pas vraiment la solution. Et là, on a inventé un truc super, c'est le refroidissement liquide. Wouh, ça c'est bien. Le refroidissement liquide, ça permet de gérer ce qui est autour du cylindre. Ce qui est autour du cylindre, on peut le commander pour que sa température soit toujours celle qu'on veut. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est un liquide de refroidissement qui circule dans un circuit fermé autour du cylindre, et grâce à un élément important, le thermostat ou le calorstat, eh bien ça nous permet de contrôler le débit de liquide qui passe autour du cylindre et de contrôler donc sa température. Le petit fonctionnement du calorstat, par exemple, du Minarelli horizontal qui est situé dans la culasse, eh bien c'est un espèce de clapet qui s'ouvre lorsque la température est supérieure à 70 degrés. Généralement, la température optimale de fonctionnement d'un moteur, c'est de 65 à 80 degrés. Là, à 70 degrés, le calorstat s'ouvre. Cet élément permet au fluide de passer et donc de renouveler de manière plus importante le fluide qui est contenu autour du cylindre. Si on renouvelle beaucoup plus le liquide de refroidissement autour du cylindre, eh bien la température du cylindre va diminuer, et donc cette température va osciller autour de 70 degrés. Donc c'est parfait, c'est la température qu'on cherche. Le moteur sera à la température où les jeux internes sont bons pour un fonctionnement optimal, quelle que soit la température extérieure. Voilà, on a résolu le problème. C'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi? Eh bien, le fait de maîtriser la température à tous les régimes moteurs de son cylindre, de son moteur, permettra de s'assurer qu'il n'y aura jamais de surchauffe. Qui dit surchauffe dit dilatation du piston plus importante, qui dit frottement et dit risque de serrage. Donc on évite ainsi les risques de casse moteur simplement en gérant, en maîtrisant le refroidissement de son cylindre. On pourra donc jouer un petit peu sur les paramètres, le rapport volumétrique, les diagrammes, etc. seront un peu plus poussés sans risque de serrage. On notera aussi que le fait de refroidir avec un liquide autour permet d'isoler le cylindre, donc réduction du bruit au passage, moins de vibrations des ailettes, bref, c'est mieux aussi en acoustique. Par contre, revers de la médaille,
Plus on complexifie un moteur, plus il y a des risques de panne. On va peut-être se retrouver avec du liquide de refroidissement dans le moteur si le joint de culasse est défectueux, c'est pas top. Et si ça arrive, c'est rage garanti. Mais c'est un peu le même principe que les moteurs 2 temps et 4 temps. Les 4 temps étant plus complexes, on a plus de panne, plus de risques de panne. Les soupapes, les ressorts, la chaîne de 3, etc. Ça engendre plus de panne potentielle. Le 2 temps, c'est super simple. Donc le 2 temps refroidissement air, je vous garantis que les pannes, c'est facile à les déceler. Là, ce sera un tout petit peu plus complexe avec un refroidissement air puisqu'on complexifie le système. C'est le revers de la médaille, mais bon, il n'y a que ça, c'est pas grave. Bon, vous avez compris la différence entre ces deux moteurs? Bon, voilà, vous avez compris pourquoi on va passer du temps à changer notre moteur Minarelli vertical en horizontal. C'est déjà pas mal, je suis satisfait si vous avez compris. Passons à la deuxième partie maintenant, comment le faire? Quelle est la bonne façon de le faire? Comment on le fait facilement et à moindre coût? Bon, pour passer d'un moteur Minarelli vertical à horizontal, il faut un moteur Minarelli horizontal, bien sûr, hein, ça va de soi. Donc c'est soit celui du Nitro, le Minarelli horizontal refroidissement liquide, soit d'un Oveto, d'un Neos, c'est un Minarelli horizontal refroidissement à air, comme vous voulez. Ce sont quasiment les mêmes carters, il y a une seule différence, une seule. Celui du Nitro a un frein à disque à l'arrière, celui de l'Oveto a un frein à tambour similaire à celui du booster. Donc vous avez deux possibilités, si vous choisissez de passer avec des carters de Nitro, il vous faudra changer votre jante, votre système de freinage et donc au niveau du guidon injecter un système de freinage hydraulique et tout ce qui va avec, la place, le carénage, etc. Il y aura beaucoup de modifications rien que pour intégrer un freinage à disque. Faut le savoir. Pas si simple si vous voulez rester en apparence origine. Ou soit vous partez avec le moteur de l'Oveto, là c'est beaucoup plus simple, vous conservez votre roue de booster et vous conservez votre système de freinage à tambour. Donc beaucoup plus simple, le bonheur quoi. Donc étant un gros feignant, c'est ce que je vais choisir. Maintenant qu'on sait ce qu'il faut, eh bien, faut se le procurer. Comment on se le procure? Eh bien, vous pouvez aller sur les sites de vente en ligne, comme Scootfast par exemple, ou n'importe quel autre, et vous pouvez faire de votre petit panier avec tous les éléments dont vous avez besoin pour constituer votre moteur Nitro. Mais le problème, c'est qu'il faut pas oublier de pièces. C'est pas si simple, et en plus, ça va vous coûter un bras. Ou sinon les deux. Donc moi j'ai une autre solution, je vous propose donc de l'acheter d'occasion. Il vous faut une base, soit un moteur Nitro quasiment complet, vous pouvez en trouver sur Le Bon Coin par exemple à peu près 100-150 €. Il faudra ajouter à ça des carters moteurs de l'Oveto. Encore une fois sur Le Bon Coin, vous en avez à peu près pour 50 €. À ça, vous rachetez les pièces défectueuses de votre moteur Nitro que vous avez acheté et bingo, ça vous fait un moteur complet à peu près à 200 €. Vous pouvez aussi opter sur l'achat d'un moteur d'Oveto complet. Par contre là, il va falloir acheter beaucoup d'éléments additionnels qui ne sont pas forcément donnés. Le radiateur, les durées de refroidissement, le haut moteur puisqu'il ne sera pas adapté à un refroidissement liquide, le système de pompe à eau. Enfin, la note sera un tout petit peu plus salée que la première solution. La facture grimpe vite. Donc moi, je vous recommande, et c'est ce que j'ai fait, d'acheter un moteur de Nitro et le carter Oveto. Comme ça, vous faites le moins de modifications possible sur votre booster en gardant la jante, en gardant le système de freinage et en plus au niveau coût c'est beaucoup moins cher. Et puis au pire des cas, s'il vous manque quelques éléments, vous les achetez sur Scootfast. D'ailleurs, vu l'état du carton que je vais déballer tout de suite, je pense qu'à la fin de la vidéo je vais passer un petit coup de fil pour faire ma commande de pièces complémentaires. Mais ils sont gentils, ils me les enverront. Hop. Voilà le moteur, acheté sur Le Bon Coin. Comme je le disais, je ne sais pas dans quel état il est. On va voir tout de suite ensemble à quoi ça ressemble et si vraiment j'ai fait une bonne affaire. Je l'ai acheté à peu près une centaine d'euros. Bon, c'est pas super cher non plus, donc je m'attends pas à de la super qualité. Bon, déjà, on a un super paquet, hein. Le propriétaire, je peux le féliciter. Le paquet, il est de toute beauté, hein. Hop, donc au moins... Hop. Hop. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le radiateur, donc il fuit d'ailleurs, j'espère qu'il n'est pas percé. Bon, on verra bien, on fera un petit test d'étanchéité prochainement, donc il faudra redresser les ailettes. Ok, on a le petit réservoir de liquide de refroidissement, super, les durites ont l'air d'être dans un bon état. Bon, dans le Spitro, il va falloir trouver un endroit d'ailleurs où fixer le radiateur. Bon, je réfléchirai et je trouverai un endroit. Allez. Bon, il a fait ça bien, il a calé, hein. Bon, on va le sortir de son carton. C'est lourd.
Voilà la bête. Bon, j'espère qu'il a vidangé l'huile de transmission. Finale, bon, on va peut-être d'abord faire ça pour éviter qu'il y en ait partout sur l'établi. Ok, mais il n'avait pas toutes les vis de carter d'ailleurs. Hein. Bon, j'espère qu'au moins ça fonctionne à moitié. Oh, il est dans un état. Bon, de toute façon, on va tout nettoyer. Hein. Il va y passer au nettoyant frein, à l'essence. On va tout nettoyer, tout désosser. Ah bah non, il y avait encore un peu d'huile, donc on va peut-être vidanger ça. Donc je vous propose de tout démonter, tout désosser, et on va tout nettoyer. Comme ça, on verra quelles sont les pièces à commander. On va commencer par le haut moteur, qui est un mal aussi. Tiens, bon, j'ai une culasse mal aussi, je suis bien content. Et par contre, je pense pas que le cylindre soit du mal aussi. Bon, on va démonter ça. Alors, une petite clé de 10. Bon, il a mis tous les boulons qui lui passaient par là. Il y a du 10, du 11, bon. Bon, je me fais pas d'illusions, de toute façon, le haut moteur sera à changer. Hein. Pour l'état de la culasse. On voit bien qu'il y avait une fuite de joint de culasse, hein, ça c'est clair. Puis l'état du joint, tout est à changer de toute façon. Normalement, et là, ici, il y a le thermostat qui permet de réguler la température et d'ouvrir la circulation quand la température dépasse 70 degrés. Bah là, je le vois pas le thermostat. Il a dû partir entre temps. Oh, il est tout rouillé. Le haut moteur est tout rouillé. Je crois qu'il va partir à la poubelle celui-là. Oh, regardez-moi ça. Tout rouillé. Bon, ça va partir à la poubelle. C'est même pas les mêmes circlips, il a dû avoir des problèmes. Un circlip qui s'est barré, je sais pas. Bon, la cage à aiguille a pas l'air dégueulasse. Hein. Et ça se trouve le vilebrequin aussi. Bon, on va voir. On passe au conduit d'admission. Ok, bon, la pipe d'admission a l'air plutôt en bon état, sans craquelure. On va nettoyer ça pour s'en assurer de toute façon. Et les clapets, ils sont collés. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collé avec de la pâte à joint. Oh, ils connaissent pas les joints papier ici. On retrouve vraiment de ces choses lorsqu'on achète d'occasion. Ah voilà. Il a dû avoir des problèmes d'étanchéité. Oh là là là. Il avait que ça sous la main. Bon, c'est une belle boîte à clapets d'origine. Hein, avec les lamelles en clinquant qui vont bien. Bon, on va nettoyer ça. On va enlever toute la pâte à joint et toute la rouille sur les butées. Et puis on va voir si c'est récupérable. Hein. Oh, il n'y a pas de raison. Voilà l'avantage quand même des Minarelli horizontaux. Hein. Le conduit d'admission directement dans le bas moteur, beaucoup plus performant en admission que le Minarelli vertical. Hop, tant qu'on est là, on va enlever le démarreur électrique. Bon, j'espère qu'il n'est pas encore mort ce moteur. Ça marche. On va enlever l'axe là qui nous embête. C'est quoi comme clé, du 17 ça? Ouais, du 17.
l'écrou est chaud. Hop, on enlève l'axe et le support. Bon, les circlips se sont complètement barrés. Le moteur, il devait gambader ici. Hein. Allez, on s'occupe de la transmission. Bon, la transmission, elle va donner quoi? Bon, les mecs, il avait même pas les vis nécessaires. Hein. C'est des vis hexagonales. On sent bien que le moteur, il a vécu. Bon, faudra acheter de la visserie. Hein. Allô, Scoot Fast, j'ai-moi de la visserie, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre vis dans le coin? La centrale. Il n'y a que la centrale qui a survécu. Il manque les pions de centrage. Sinon, le carter, il serait pas tombé comme ça. Joint, pion de centrage à acheter. Bon, sinon, le kick a l'air d'être plutôt en bon état. Le mécanisme pour l'entraînement n'est même pas usé, on dirait qu'il est même neuf. Parfait. Je sais pas si vous voyez, certains font ça. Pour démonter l'embrayage, au lieu de s'embêter à bloquer la cloche d'embrayage, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un burin, un marteau et ils tapent sur l'écrou. Moi je trouve ça vraiment une méthode de bourrin. Donc on va pas faire comme ça, on va démonter ça avec les clés Easy Boost, c'est nettement mieux quand même. Alors, cette clé Easy Boost, elle est adaptable que ce soit pour le Minarelli horizontal ou vertical, c'est pour ça qu'il y a plusieurs trous. Allez, clé de 17, comme le Minarelli vertical. Bon, il est même pas serré, il est même pas serré ce Vario. Bon, c'est dans un sale état, mais bon, c'est encore fonctionnel ça. Hein. Non, en fait, c'est plus vraiment plan. Elle a fait son temps, cette poulie fixe. La courroie, on va regarder ça tout à l'heure. Elle a l'air d'être dans un sale état aussi. Et ce variateur, c'est quoi alors? Oh, c'est un variateur d'origine. Ah bah voilà, 3 galets. Super. Ça m'étonne pas qu'il montait pas jusqu'en haut. Bon, certains me posent dans les commentaires plusieurs fois la question, ça sert à quoi de mettre 3 galets dans un variateur? Bah, c'est l'occasion d'en parler. 3 galets, ça sert simplement à, si vous n'avez pas un échantillonnage impressionnant de galets et que vous voulez faire des essais, si vous avez par exemple uniquement des galets de 6 grammes et vous voulez tester 3 grammes de poids de galets, et ben vous en mettez 3 de 6 grammes, c'est équivalent à 6 galets de 3 grammes. Si vous mettez des grammages différents en étoiles, donc 3 de 3 grammes et 3 de 6 grammes par exemple, et bien vous obtiendrez la moyenne des deux, donc de tête, calcul mental, 4,5 grammes au global. Alors, hop, oh, ça fonctionne plus du tout, hein. Tous les galets sont partis. Vous voyez? Le ressort, le petit rouleau, le galet, tout est parti. Je suis sûr que son démarreur électrique ne fonctionnait pas du tout. Et d'ailleurs, tout est absent, il n'y a même pas d'engrenage. Donc là, franchement, il manque tout démarreur électrique. Poubelle. Bon, il manque tout, la rondelle, enfin il manque tout. La petite entretoise. Passons à l'embrayage. Petit outil de blocage Easy Boost. Et clé de 24. C'est même pas serré. De toute façon, en serrant au burin, c'est normal. Hop, petite cloche, ok, qui est encore utilisable. Et un embrayage qui n'est pas usé. La courroie, on va mesurer la courroie, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. 14,5 à changer. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet embrayage? Donc c'est un ressort de poussée d'origine et des ressorts d'embrayage d'origine. C'est marrant, les garnitures sont pas vraiment usées. Il n'a pas beaucoup roulé. Qu'est-ce qu'il y a dans la transmission finale? Sûrement de l'huile. On va peut-être vidanger avant quand même. Ah. Voilà, la vidange n'était pas faite. C'est même étonnant que c'est pas coulé dans le carton par le renifleur. Voilà, allez, on va remettre le bouchon. Wow, c'est serré comme un malade là. Ils savent pas que c'est à 6,5 Nm qu'il faut le serrer. Ça c'est un coup à faire sauter les filets ça. C'est de l'alu. Des fois on se demande ce qu'ils ont dans la tête là. Ne serrez jamais vos vis de carter de trop.
d'excédent de l'alu, vous risquez de faire sauter les filets. L'alu, hein, c'est tendre, et une vis, c'est en acier. Donc c'est pas la vis qui va s'abîmer, hein, c'est vos carters. Mais c'est des malades. Le secret pour pas foirer une vis, c'est de nettoyer l'intérieur de la vis avant de commencer à la démonter, de bien enfoncer l'outil jusqu'en bas de l'empreinte et de commencer à forcer. Mais si vous voyez que ça dérape, ne pas forcer. Et s'il y a une vis qui commence à foirer, vous la changez. Hein. Sinon, une fois que c'est bloqué dans le carter, c'est foutu. Hein. Là, je vois que la vis est sale, un petit coup de frein. Alors là, on prépare un peu de sopalin parce que s'il reste de l'huile, ça va couler. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis de la pâte à joint. Allez bricolo, de la pâte à joint sur un carter de transmission finale. Je suis désolé, je râle beaucoup dans cette vidéo, mais sincèrement, quand on trucide de la mécanique, moi ça me fait mal au cœur. Comment je vais faire? Ouais, je vais faire levier. Ça vient. Ok, donc comme je l'avais prédit, il restait de l'huile. Bon, au moins les engrenages sont dans un bon état. Ils ont été conservés de l'humidité et de la corrosion avec l'huile moteur là, qui est restée. Mais bon, dans le pays où habitait ce nitro, les joints papier ne devaient pas exister. Hein. Donc on a bien les deux rondelles dans le bon sens. Alors combien il y a dedans? 1, 2, 3, 4, 43 dents. Et pour le pignon secondaire, 1, 2, 13, 14. 14, 43. Bon, un petit nettoyage s'impose. Hein. Oh là, le carnage. Un joint papier, ça coûte 50 centimes. Hein. Allez, on passe à l'autre côté. La pompe à eau. J'espère qu'elle est complète. Hein. Ça glisse. Serrage comme des malades. Je commence à les connaître. Il y a une bise de foirée là. La vis est foirée, ils ont mis un écrou derrière. Ça m'étonne pas, hein. En serrant comme des malades. Ok, l'entraînement de la pompe à eau est bien là, pas de problème. Et est-ce que c'est complet à l'intérieur? L'entraînement de pompe à eau fonctionne. L'allumage à présent. On va bloquer l'allumage avec l'outil de maintien Easy Boost. Une clé de 14 et on tourne. Hop là, ça vient tout seul avec les bons outils. Alors, l'arrache volant. On place l'outil Easy Boost et on serre la vis centrale. Il était bien fixé. Sans arrache volant, impossible. Ouais, fixé. À moitié rouillé, oui. L'allumage, c'est increvable. Je pense qu'il est en bon état. Hop, ça vient tout seul. Voilà. Un petit allumage qu'il faudra nettoyer. Hein. J'ai l'impression qu'il a été immergé dans la flotte et dans la boue. On enlève la pièce de maintien du joint spi. J'ai failli perdre la petite entretoise. C'est marrant, c'est pas des clés Allen. C'est des clés de 6 ou 7 ou 8.
8. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas serré comme des bourrins. Je préfère les clés à laine. Bon, ça y est, il reste plus qu'à séparer les carters et à extraire le vilebrequin. Pour ça, vous le savez, on utilise hop, le séparateur de carter magique avec ses tiges filetées. Si vous vous rappelez plus comment on fait, je vous invite à aller voir ma vidéo qui concernait le remplacement du vilebrequin. J'explique tout. Et voilà. On enlève le tube, s'il veut bien. Non, il veut pas. On va passer au vilebrequin en procédant de la même manière. Cette fois, c'est des diamètres 8. Et voilà, le vilebrequin est sorti. Bon, voilà, on a fait le tour. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à faire un bon nettoyage. Et puis, c'est pas si mal. Ouais, c'est Simon. Ouais, j'ai fini de démonter mon moteur de nitro. Et j'ai une petite liste à te commander. Ouais, il manque des pièces. Wow, un petit peu. Voilà la première vidéo consacrée à la transformation de mon booster en Minarelli horizontal est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Comme je le rappelle souvent, ça permet à cette vidéo d'être plus connue sur YouTube et à faire grandir la communauté qui est déjà grande quand même ici. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous propose de participer à un jeu. Le jeu il est simple, vous commentez sur cette vidéo et ça vous permettra, si vous êtes tiré au sort dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, de gagner des petits cadeaux que mon partenaire Scootfast m'a envoyé pour vous faire gagner. Donc je vous laisse la surprise des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas, commentez dans la limite de 1 commentaire, 2 commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez répondre aux commentaires sans limite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pas de spam de commentaires s'il vous plaît. Disqualification assurée sinon, désolé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tirage au sort à la date et à l'heure indiquée ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en appuyant sur le petit bouton abonner et en déclenchant la petite cloche. Ça vous permettra d'être au courant quand je poste une nouvelle vidéo magique. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo consacrée à la transformation du booster en Speedro. Il y en aura d'autres qui suivront, peut-être pas tout de suite, puisque comme vous l'avez vu, j'ai des pièces à commander. Je vais appeler tout de suite Scootfast pour qu'il me commande toutes ces pièces, mais il y a des délais de livraison, il y a des délais de commande, donc je pourrais pas assurer semaine après semaine des trucs intéressants sur ce thème. Donc il faudra un petit peu patienter pour la deuxième vidéo consacrée à la transformation du booster en Speedro. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses à tester sur le booster en version Minarelli verticale, donc pas d'inquiétude, il y a plein de vidéos qui vont suivre sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!